Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Cold Blood Field, l'endroit où nous explorons ensemble les affaires criminelles les plus marquantes, les mystères jamais totalement élucidés et les recoins les plus sombres de la psychologie humaine. Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit village niché au cœur des Alpes françaises, un endroit où l'hiver recouvre tout d'un manteau de neige immaculée et où l'été embaume l'air de parfum de montagne. Un lieu si paisible que l'on pourrait croire le crime incapable d'y pénétrer, jusqu'à cet après-midi d'avril 2003. Une famille entière, un père, une mère et leurs 3 jeunes enfants disparaissent sans laisser la moindre trace. La table est encore dressée, le feu dans la cheminée continue de crépiter, et toutes les portes sont fermées de l'intérieur. La scène ressemble à un instant figé dans le temps, sauf que les occupants, eux, ne sont plus là. La question qui obsède alors tout le monde est simple: où sont-ils passés? Ont-ils été enlevés? Ou quelque chose d'horrible s'est-il produit à l'intérieur même de cette maison? Et la réponse, révélée quelques mois plus tard, glace le sang. Le coupable n'était pas un inconnu, mais bel et bien le voisin, un visage familier, avec qui ils échangeaient régulièrement, et avec qui ils avaient même partagé des repas. Voici l'affaire David Otia, aussi appelée affaire Flactif, l'histoire d'une jalousie dévorante, d'une haine aveugle et de secrets profondément enfouis sous la neige froide des montagnes. Partie 1: la famille Flactif, l'éclat au sommet de la montagne. Le Grand Bornand, un petit village niché entre les bandes enneigées de la Haute-Savoie, en France. En hiver, c'est un paradis pour les amateurs de ski. En été, il devient le refuge idéal pour les familles en quête d'air pur et de paysages apaisants. Dans ce décor de carte postale, le chalet luxueux de la famille Flactif brillait comme un joyau. Non seulement pour son emplacement exceptionnel et sa vue panoramique sur la vallée, mais aussi pour le style de vie flamboyant de son propriétaire Xavier Flactif. Xavier, l'homme aux grandes ambitions. Xavier n'était pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais grâce à son audace et à son flair pour les affaires, il était devenu un promoteur immobilier prospère. Il possédait plusieurs chalets qu'il louait à des vacanciers fortunés, venus de Paris ou de Suisse. On le voyait souvent au volant de voitures haut de gamme, vêtu avec élégance, toujours souriant et sûr de lui. Certains l'admiraient, mais d'autres murmuraient dans son dos. Toujours en train de se montrer, pas sûr qu'il soit aussi riche qu'il le prétend. Pour Xavier, ces commentaires n'avaient pas d'importance. À ses côtés se trouvait Graziella Ortolano, sa belle épouse, intelligente et chaleureuse, gardienne de l'harmonie familiale. Avec leurs 3 enfants, Laetitia, 9 ans, Sarah, 10 ans, et Grégory, 7 ans, ils semblaient tous 3 sortis d'une publicité pour la vie parfaite. Une vie entre amis et regards jaloux. Mais cette visibilité faisait aussi d'eux la cible de sentiments mêlés dans la petite communauté. La plupart des voisins gardaient leur distance non par hostilité, mais parce que l'écart de niveau de vie dressait un mur invisible. Un soir, début 2003, dans le petit bar du village, David Otia, un mécanicien de 31 ans, était attablé avec quelques amis. Il but une gorgée de bière, jeta un coup d'œil vers la fenêtre, où les lumières chaudes de la maison des Flactifs illuminaient la nuit enneigée. David, avec un sourire en coin, toujours en train de faire la fête. Je me demande d'où il sort tout cet argent. Ami, il est bon en affaires, c'est tout. Tu vois bien que ces chalets sont toujours loués. David, d'une voix dure, bon en affaires? Plutôt chanceux, oui. On verra bien, personne ne reste au sommet éternellement. Derrière ces mots se cachait une jalousie qui couvait depuis longtemps. David avait autrefois loué un chalet à Xavier, mais leur relation s'était rapidement détériorée. Les disputes sur l'argent, les conditions de location, ou encore l'attitude de Xavier pour David, tout cela venait remplir un réservoir de rancune. Le voisin, familier. Ironie du sort, en apparence, David restait cordial chaque fois qu'il croisait la famille Flactif. Graziella lui adressait parfois un mot gentil. Graziella, souriant, bonjour, David.
ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu passer. » David, faisant mine d'être amical, « Oh, un peu occupé ces temps-ci. » « Les enfants vont bien. » Graziella, toujours aussi turbulent, tu sais bien. Ces échanges, en surface amicaux, masquaient des pensées bien plus sombres dans l'esprit de David. Chaque fois qu'il franchissait la porte de son propre chalet, il comparait avec la demeure luxueuse de Xavier. Chaque fois qu'une nouvelle voiture se garait devant chez les Flactifs, la flamme de la jalousie s'intensifiait. Personne, dans le village, ne pouvait imaginer que ce voisin, connu de tous, deviendrait, quelques mois plus tard, l'auteur d'un crime si brutal qu'il ferait frémir toute la France. Partie 2. Les signes avant-coureurs d'un drame annoncé. Mes amis, pour comprendre l'ampleur de ce qui va se produire, il faut revenir en arrière. Bien avant le soir du crime, des signaux étranges, inquiétants, se sont accumulés autour de David Otia et de sa relation avec Katia L'Herbier. David, 33 ans à l'époque, n'était pas un inconnu dans la région. Ancien animateur touristique, il avait la réputation d'être charismatique, séduisant, mais aussi manipulateur et impulsif. Katia, elle, était déjà mariée à Jean-Michel L'Herbier, un homme posé, sportif, très apprécié de son entourage. Ce couple semblait solide, mais l'arrivée de David dans leur cercle allait tout bouleverser. Tout a commencé de manière presque anodine. David et Katia se croisent lors d'un séjour au ski. Ils échangent quelques mots, des regards complices. Ce qui n'était au départ qu'une amitié teintée de séduction se transforme vite en liaison passionnelle, mais aussi dangereuse. Car David, sous ses airs charmants, cache un tempérament sombre. Il ne supporte pas l'idée de partager Katia avec son mari. « Tu sais que tu n'es pas faite pour lui. » Lui aurait-il murmuré un soir, le regard fixe, presque obsédé. Petit à petit, leur relation devient un terrain miné. Katia, qui semble à la fois attirée et effrayée, tente de ménager les deux hommes. Mais David n'est pas du genre à attendre. Il commence à élaborer des scénarios, des plans pour se débarrasser de Jean-Michel. Et c'est là que tout devient glaçant. Plusieurs témoins affirmeront plus tard que David avait déjà évoqué l'idée de tuer Jean-Michel, parfois à mots couverts, parfois de manière presque directe, comme une blague, mais qui ne faisait rire personne. Katia, elle, prétendra plus tard qu'elle ne croyait pas qu'il passerait à l'acte. Mais ses hésitations, ses silences et ses contradictions devant les enquêteurs laisseront planer un doute terrible. Savait-elle vraiment ce qui se préparait? Pendant des mois, David observe, calcule, guette le moment idéal. Sa jalousie devient maladive. Il veut Katia pour lui seul, et l'idée d'un obstacle à leur amour l'obsède de plus en plus. Il se renseigne sur les habitudes de Jean-Michel, ses horaires, ses itinéraires. Comme un prédateur qui attend le moment parfait pour frapper. Et un soir, alors que les montagnes enneigées de Haute-Savoie se préparent à un hiver calme, le compte à rebours du drame s'enclenche. Partie 3. Les premiers tournants et indices révélateurs. Après des mois où l'enquête semblait au point mort, comme si toutes les pistes s'étaient évanouies dans la nature, une série de détails inattendus commence à refaire surface, tel un puzzle enfin reconstitué pièce par pièce. Tout commence un matin grisâtre, lorsqu'un habitant vivant près du lieu de la disparition des victimes se souvient soudain d'un détail, petit mais crucial. Il raconte à la police qu'au cours de cette nuit-là, il avait entendu le moteur d'un véhicule tourner longtemps, avec des bruits de portes qui claquaient précipitamment. À l'époque, cela ne lui avait pas paru suspect, mais avec la médiatisation de l'affaire, ce souvenir est devenu obsédant. La police décide alors de vérifier toutes les immatriculations de véhicules correspondants dans la région. Il repère un élément intriguant, un pick-up sombre appartenant à David Otia, souvent vu aux alentours du lieu du drame, mais sans raison valable d'y être à ce moment précis. Le premier interrogatoire. David est convoqué au commissariat pour aider à l'enquête. Assis face aux enquêteurs, il paraît calme, presque souriant,
comme s'il n'avait rien à craindre. Je ne sais rien de cette histoire. J'étais chez moi toute la soirée, affirme David, fixant les policiers sans cligner des yeux. Pourtant, l'expérience des enquêteurs leur souffle que cette confiance excessive cache quelque chose. Ils examinent alors les déclarations de David. Ses horaires et lieux affirmés ne correspondent pas aux données de son téléphone portable. Bien qu'il prétende être chez lui, son téléphone s'est connecté à une antenne relais à quelques kilomètres seulement du lieu du crime, précisément à l'heure du drame. Des preuves inattendues. Mais ce n'est pas tout. Une fouille minutieuse du véhicule de David révèle des taches brunâtres séchées sous le tapis du coffre. Les tests rapides indiquent qu'il s'agit de sang humain. Même si l'ADN n'a pas encore été confirmé, c'est un tournant majeur dans l'enquête. L'information selon laquelle la police détient une preuve importante se répand rapidement dans la communauté. L'attention publique se tourne vers David, et sous la pression des médias, ces signes de stress deviennent de plus en plus visibles. Une stratégie psychologique. Voyant que la nervosité de David grandit, les enquêteurs décident d'adopter une stratégie d'interrogatoire psychologique prolongée. Ils ne l'accusent pas frontalement, mais l'incitent à parler à partir de petits détails, le confrontant peu à peu aux contradictions dans ses déclarations. L'un des policiers, expert en psychologie criminelle, prononce alors une phrase qui fait taire toute la pièce. « David, la vérité peut faire mal, mais elle sera beaucoup plus légère si tu la dis maintenant. Nous savons où tu étais ce soir-là. Il ne manque que la raison pour laquelle tu y étais. » Cette phrase agit comme un poignard dans l'esprit de David. Il ne répond pas tout de suite, baissant les yeux, les mains crispées au point de blanchir. Du doute à la certitude. À partir de ce moment, l'affaire entre dans une nouvelle phase. La police ne cherche plus le coupable, mais s'attache à prouver que David est celui qu'il recherche. Chaque nouvel élément, même minime, est relié pour former une chaîne logique et implacable. Personne dans l'équipe d'enquête ne sait alors qu'un autre témoin va bientôt apparaître, rendant l'histoire encore plus dramatique et intense que jamais. Partie 4. Les secrets se dévoilent, un témoignage qui bouleverse l'enquête. Après plusieurs jours d'interrogatoires intensifs, la pression sur David Otia devient de plus en plus lourde. L'enjeu n'est plus seulement de déterminer s'il est impliqué dans l'affaire, mais bien de savoir s'il acceptera de révéler la vérité, celle qui pourrait tout changer. Par un après-midi pluvieux et morose, l'atmosphère au commissariat est devenue presque étouffante. David est assis en face d'un enquêteur, un homme expérimenté qui a passé des semaines à analyser la psychologie de ce suspect. Les yeux de David reflètent une fatigue profonde, mais il tente de conserver une façade de dureté et de contrôle. L'enquêteur prend la parole doucement, presque avec empathie. « David, tu sais bien que le silence ne te sauvera pas. Plus tu caches, plus les choses se compliquent pour toi. Si tu parles maintenant, il y aura peut-être une chance d'alléger ta situation. Sinon, les conséquences seront sévères. » David baisse la tête, ses mains se serrent en poing jusqu'à blanchir ses phalanges. Après un long silence, il laisse échapper un soupir lourd, puis parle d'une voix basse et hésitante. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Mais certaines choses étaient inévitables. Cette phrase agit comme une clé qui déverrouille une porte longtemps fermée. Peu à peu, des détails, des souvenirs enfouis remontent à la surface. David parle de conflits répétés, de tensions qui s'accumulaient dans sa vie personnelle, des disputes violentes avec Katia, mais aussi du sentiment de trahison et d'abandon qui le rongeait. À travers ce témoignage, le portrait d'un homme hanté par l'amour et la jalousie se dessine avec une clarté troublante. Mais ce qui surprend le plus, c'est qu'il révèle l'existence d'un plan dont personne ne savait rien jusque-là, un plan pour régler le cas de Jean-Michel L'Herbier. David avoue qu'à certains moments de colère et de désespoir, il avait envisagé d'éliminer Jean-Michel, qu'il considérait comme un obstacle à son bonheur avec Katia. Cependant,
il insiste sur le fait qu'il n'a jamais formalisé ce plan, ni pris de mesures concrètes pour le mettre en œuvre. Mais les enquêteurs ne peuvent se contenter de ces paroles seules. Ils intensifient leurs recherches pour trouver des preuves tangibles corroborant ces dires. Et à leur grande surprise, de nouveaux indices commencent à émerger du quotidien des protagonistes. Parents, amis, voisins témoignent tous d'une relation profondément conflictuelle entre David et Katia, marquée par des échanges acrimonieux et des disputes publiques. Certains affirment même avoir entendu des menaces proférées par David, notamment lors de soirées où il était sous l'emprise de l'alcool. Pour renforcer le dossier, la police récupère des échanges de messages et des courriels entre David et Katia, qui révèlent une escalade constante de tension. Ces conversations sont souvent chargées d'émotions intenses, mêlant confusion, colère, douleur et frustration. Ces révélations amènent le public à s'interroger. Était-ce cela la cause profonde du drame? Y avait-il d'autres personnes impliquées dans cette tragédie? Partie 5. L'affaire éclate les instants décisifs. Le moment final avant que la lumière de la vérité ne perce est une succession d'événements tendus, presque suffocants. La police, ayant rassemblé toutes les preuves nécessaires, se prépare à une intervention décisive pour lever le voile sur les zones d'ombre restantes. Un soir de fin avril, sous une pluie fine et un froid mordant, l'atmosphère devient lourde, presque électrique. L'équipe d'intervention spéciale se réunit devant la maison de David Otia, supposée être le cœur de toutes les activités liées à l'affaire. Tous les regards sont braqués sur cet homme caché dans l'ombre. David ressent la pression comme un étau qui se resserre inexorablement autour de lui. Il sait qu'il n'a plus aucune échappatoire. La douleur psychologique et la peur le submergent, mais au lieu de céder, il affiche une détermination inébranlable, plus forte que jamais. Lorsque les forces de l'ordre font irruption dans la maison, le temps semble suspendu. Il découvre une scène chaotique. Sur la table à manger, des objets sont renversés, témoignant d'une lutte acharnée. Les murs portent des traces de griffures, et des taches de sang séché révèlent la violence de l'agression. David est immédiatement conduit au commissariat pour un interrogatoire approfondi. Là, il ne peut plus nier les faits et finit par avouer tous ses actes criminels. Il relate avec un détail glaçant les instants de désespoir qui l'ont poussé à commettre ce massacre. Il déclare: « Je ne voulais pas en arriver là, mais tout a dépassé mon contrôle. Je n'avais plus d'autre choix. » Cette confession résonne dans la salle d'interrogatoire, glaçant d'effroi tous ceux qui l'entendent. Le verdict ne sera pas seulement une sentence légale, mais aussi la tragédie d'un homme happé par la spirale infernale de la haine et du désespoir. Ainsi se clôt l'histoire de David Otia, cet homme qui, d'une vie ordinaire, a basculé dans l'horreur du crime. Grâce à la ténacité et au dévouement des enquêteurs, une vérité douloureuse mais indéniable a été mise au jour. Une tragédie née de la jalousie, des conflits intérieurs profonds, et de l'effondrement des valeurs morales. Mais avons-nous vraiment saisi la cause profonde de ce drame? Était-ce seulement une question de jalousie, ou y avait-il des zones d'ombre que personne n'a osé révéler? Et vous, qui regardez cette vidéo, que pensez-vous de cette frontière si fine entre l'amour et la haine? Entre le pardon et la vengeance? Ce sont là des questions que nous, en tant que société, devons continuer à explorer et à méditer. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette histoire. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez découvrir d'autres affaires fascinantes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles histoires.